Bonjour et bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, nos hommes des médias, nos spécialistes. Nous revenons donc pour faire l'actualité de ces sujets-là. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets, bien sûr, au plan national, des sujets politiques et puis également du terrorisme. Premier sujet, il s'agira donc de cette question des débats autour de l'affiliation des partis à l'opposition politique et au CEFOP. On a vu récemment la sortie de l'UNDD et du RPR. Nous allons donc en débattre. Et puis, second sujet, il s'agit de cette nomination, on va dire, à problème au niveau du ministère de la Femme, de la nouvelle secrétaire générale récusée par donc, le syndicat des travailleurs de l'action sociale. Nous allons donc en parler. Et puis, dernier sujet, au plan national, bien sûr, il s'agit de ce bilan qu'on va faire du terrorisme au Sahel et au Burkina. Le 4 avril 2015, c'était le premier acte terroriste posé au Burkina avec l'enlèvement d'un Roumain. Nous allons revenir sur l'ensemble de ces faits terroristes au niveau du Burkina et aussi des pays à côté, Mali, Niger. Et puis en international, c'est la Côte d'Ivoire où nous avons donc tous vu la libération, l'acquittement total de Babo Laurent et de Blé Goudé par la CPI. C'est un événement politique majeur. Nous allons donc faire le commentaire ici sur le plateau avec mes invités qui sont Vokouma Joachim. Vokouma Joachim est donc directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokouma d'être sur ce plateau. À ma gauche, Évariste Faustin Concebo. Évariste Faustin Concebo est chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis juste à la gauche d'Évariste Concebo, Kedgar Blaise. Kedgar Blaise est journaliste. Il promet aujourd'hui on va dire le magazine, la presse en ligne. Merci d'être sur ce plateau. Et puis, enfin, dernier invité, il s'agit de Atiana Oulon. Atiana Oulon est donc directeur de publication, bien sûr, directeur de publication de l'événement qui est un bimensuel d'investigation. Il est également auteur, essayiste. Merci d'être sur ce plateau ensemble. Nous allons donc décortiquer l'ensemble de ces sujets-là qui ont marqué notre actualité de la semaine. On commence par cette question d'affiliation au CEFOP. Et puis, à l'opposition, vous savez que la loi a arrêté le principe que chaque parti politique créé au Burkina Faso fasse une déclaration publique d'appartenance soit à l'opposition ou soit à la majorité. Mais il se trouve qu'à l'opposition, on a le chef de file de l'opposition politique qui est vraiment d'origine parlementaire et donc qui pose problème. Certains partis ont déclaré appartenir à l'opposition, mais ont déclaré ne pas être obligés d'appartenir au CEFOP, qui est le chef de file de l'opposition, qui en son sein a mis un cadre de concertation des partis. Alors, il y a problème, donc l'UNDD et le FPR, ont fait une sortie récemment pour en parler. On pense aussi à l'ONA qui existe dans le même cadre également. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à cette loi-là, Kedgar? Alors, moi je pense que cette sortie-là vient une fois de montrer en fait ce qui n'a pas peut-être marché avec l'ONA, parce que n'a pas marché avec l'ONA en ce sens qu'on avait vu cette organisation qui avait été créée de façon rapide, hein, et je crois que le maître de la machine c'était le professeur Soma avec son parti politique Le Soleil d'Avenir. Et dans ce regroupement-là, il y avait le FPS, si je ne me trompe, avec l'UNDD, il y avait le parti de Souman Touré aussi, était dedans. Et donc, bon, vu que rapidement, il fallait faire une déclaration d'affiliation, soit de l'opposition et de la majorité, ça, c'est sur le plan juridique, ce sont ces outils-là qui sont là. Donc, je me dis que c'est... Vu le fait qu'au niveau de l'ONA, il n'y a pas encore tous les documents qui allaient avec, puisque je crois avoir compris qu'au niveau de l'ONA, il n'était pas encore reconnu légalement. Donc, tout parti politique qui ne déclarait pas son affiliation soit à l'opposition ou soit à la majorité, rapidement, ne pouvait pas s'exprimer. Hein, et puis, avec tous les garanties qui vont avec. Donc, je me dis que c'est ça qui fait que le FPR et le NDD reviennent avec ces différentes préoccupations qu'ils ont soulevées. Ce sont des préoccupations d'ailleurs
qui, de mon point de vue, était très connu. Ils ont parlé de cette fameuse loi qui instituait donc le chef de file de l'opposition, la loi 09, si je me trompe, du 9 avril. Et ils sont revenus aussi sur les cadres de concertation des partis politiques CCRP, un cadre qui avait été dans le temps initié pour, n'est-ce pas, donc amener, donner un tableau de bord à l'échiquier politique. Alors, mais donner, la question que le FPR et l'UNDD posent ici était la même question que l'ONA avait pris en charge, c'était de dire qu'on perd de l'opposition, mais qu'on n'est pas tenu d'être au CEFOP. Et parce que la loi prévoit, par exemple, qu'il y ait l'opposition de la majorité. Mais quant à être du CEFOP, pour eux, ils sont libres ou d'être au CEFOP n'est pas être au CEFOP. Maintenant, il se trouve là que le ministère de l'administration territoriale a envoyé des correspondances aux partis qui ont déclaré ne pas être membres ou ne pas vouloir s'affilier au CEFOP, que le MATD ou l'État ne travaillerait pas directement avec ces partis. Ben oui, c'est ce qui a précipité justement les déclarations. Le Soleil d'Avenir, par exemple, a fait une déclaration, si je me trompe, pour dire que non, il marque son appartenance à l'opposition politique. Mais ça aussi, je pense qu'il faut regarder aussi les difficultés internes qu'on a au niveau du CFOP. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a vu dans le temps, au temps de Zéphirin Diabré, qui était chef de file de l'opposition, qu'à l'intérieur, même il y avait des partis qui, même l'UNDD avait fait un communiqué à l'époque, si je ne me trompe, pour dire qu'en réalité, il ne se reconnaît pas dans le chef de file de l'opposition. Bon, je me dis que c'est des questions internes. Il y a des dissensions internes, c'est ce qui amène les partis politiques. Et l'ONA avait été créé justement pour créer une sorte d'un parti centriste. On n'est pas de l'opposition, on n'est pas de la majorité. Nous, on est dans le centre, voilà, des valeurs qu'on défend. Beaucoup. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un flou quelque part de la loi? Est-ce que c'est tout ce qui, ces branle-balles ne sont pas liés au fait que la loi n'est pas suffisamment claire, que la loi dit on fait une appartenance, on déclare une appartenance à l'opposition. Mais la loi ne dit pas que quand on déclare l'opposition, on doit être affilié aussi au CEFOP, par exemple. Que là, c'est peut-être un choix qui est laissé à chacun. Oui, quand on se rappelle des arguments que le professeur Soma avait développés pour justifier la création de l'ONA, lui, il s'est basé sur la Constitution qui dit que les partis politiques s'organisent et animent la vie politique. Donc, la Constitution étant au-dessus de la loi, n'oblige aucun parti politique à s'affilier dans un camp ou dans un autre. Bon, ils avaient constitué l'ONA, l'opposition non affiliée. Donc là, on est dans le même cas de figure, en réalité. Les gens ne se reconnaissent pas dans le chef de file de l'opposition qui est une institution parlementaire. Ils peuvent être opposants, mais pas dans le CEFOP, parce qu'ils considèrent que j'ai lu leur déclaration et puis les réponses qu'ils ont apportées. C'est comme une sorte de caporalisation de l'opposition, une façon de les mettre dans un moule, dans un sac pour mieux les contrôler, parce qu'ils disent que ça peut porter atteinte à la démocratie, à la vivacité de la démocratie et autres. S'ils ne se reconnaissent pas dans l'opposition politique officielle, bon, je crois que c'est tout à fait leur liberté de le dire et de s'exprimer. Moi, je pense qu'il y a ce qui risque, c'est ce qu'il a évoqué, c'est que sur les grandes questions nationales, le gouvernement ne va pas les consulter. C'est ça le risque pour eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent animer la vie politique, ils peuvent animer leur parti politique, faire fonctionner leurs organes, s'exprimer sur les différents sujets nationaux et internationaux. Mais lorsqu'il faudra un jour consulter les chefs de partis politiques ou les partis politiques sur tel ou tel sujet, par exemple la réconciliation nationale qui arrive, le gouvernement ne va pas les consulter. Justement, là, la question, est-ce que, au regard de la Constitution, est-ce que le gouvernement peut faire la part distinguer deux groupes de l'opposition? Non. Un groupe avec lequel on discute et un groupe avec lequel on ne discute pas. Non, mais quand on voit l'esprit de la lettre du ministre de l'administration territoriale qui leur demande de choisir leur camp, c'est clair que soit on est du CEFOP, soit on n'est pas de l'opposition. En tout cas, on ne peut pas être nulle part. Voilà. C'est ça qui est un peu dommage aussi dans cette loi. C'est vrai que dans le fond, ce qu'il dit, c'est vrai. Démocratiquement, il y a une absurdité.
de dire qu'il faut absolument rentrer dans une case pour pouvoir s'exprimer. Si on adopte le principe de la démocratie intégrale, il n'y a pas de limitation à la création des partis politiques. Mais également, quand on regarde aussi, qu'est-ce qui les amènerait à refuser, par exemple, d'aller dans un cadre qui leur permettrait de mieux s'exprimer ou de renforcer plus l'opposition? Est-ce que leur posture aussi n'est pas une posture critiquable, par exemple, de ne pas dire que non, on ne va pas dans un cadre, alors que c'est ce cadre-là dans lequel l'État porte plus d'attention? Non, bon, j'estime que ça peut-être réduire leur liberté d'expression, donc ils préfèrent rester en dehors du CFOP. On avait connu ça sous Zéphirin Diabré également. Hein. Il y avait des partis politiques qui n'étaient pas dedans et qui estimaient que voilà, on n'avait pas besoin d'être dans le CFOP pour pouvoir s'exprimer librement. D'accord. Bon, il faudrait peut-être qu'on change la loi. Hein. Il faudrait peut-être qu'on change la loi, mais en précisant, je reviens à en précisant que celui qui ne se met pas dans le camp, dans un des camps, il est perdant. Voilà, je veux dire, c'est une évidence qu'on ne peut pas prendre en compte. Parce que si nous, après l'émission, on crée notre parti politique, ce qui n'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué de choisir une ligne politique, une idéologie, de faire des textes à les déposer au ministère. Alors on crée notre parti et puis on s'allie au CFOP ou on ne s'allie pas au CFOP? Et puis on se met nulle part. Bon, voilà, on a le droit de s'exprimer. D'accord. Évariste Concebo? Non, je pense que, bon, je suis un peu embêté, mais quand je vois par exemple cette fois-ci parce que c'est l'UPR et puis l'UNDD qui remettent ça encore, le FPR. Le FPR, ouais, et puis l'UNDD qui remettent ça sur la table. L'autre fois, c'était d'autres partis qui groupusculent encore, qui revenaient, mais ils connaissent bien l'histoire politique du pays. Il faut repartir à l'origine en fait de cette loi. C'était pour essayer d'organiser la classe politique, parce qu'on ne voyait pas la lisibilité entre la majorité et puis l'opposition. Le nomadisme était la règle. Donc on avait voulu trancher et on a copié le modèle anglo-saxon. Vous savez bien qu'en Angleterre, il y a le chef de file de l'opposition et autres tout. C'est ça qu'on a voulu copier dans un contexte qui n'a rien à voir. C'est ça que je dis toujours. Une chose est d'inventer les lois, mais une chose aussi est d'arriver à faire en sorte que la réalité soit conforme. Or, on se retrouve maintenant dans un contexte... Dans notre pays, c'est quoi? On dit que les partis politiques sont atteints de sisparité. C'est des questions individuelles, c'est des questions de tête. Et là, c'est une question de leadership, parce que ce n'est pas une question d'idéologie, ni de programme à la limite, parce que, bon, une fois que la majorité gouverne, l'opposition peut être capable. Il n'y a pas 50 000 programmes pour sortir notre pays de la misère. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ceux qui ne veulent pas, par exemple, s'affilier au CFOP, veulent rester insaisissables dans un jeu assez trouble, qu'on ne sait pas où ils sont, et qui peuvent aller tantôt à la majorité, tantôt ailleurs? Est-ce que c'est un peu... C'est ça, ils veulent leur liberté pour pouvoir, en fonction des circonstances, bien sûr, faire des alliances et bien sûr tirer les dividendes, c'est tout. Parce que comme je l'ai dit, ça montre un peu les limites de notre démocratie. Hein. En fait, c'est ça que nous voyons en plein jour, nous prenons ça en pleine figure. Parce que ce n'est pas du tout des questions de programme, des questions d'idéologie. C'est des questions d'individus, de leadership. Alors, est-ce qu'on comprendrait un peu la position peut-être de Maître Herman Yaméo, si on resitue dans l'histoire, qui était quand même celui par qui, on va dire, la question du CFOP a été une revendication de l'opposition en son temps pour demander un chef de file de l'opposition? Oui, écoutez, c'est ça que je vous ai dit d'entrée que j'étais un peu embêté parce qu'il y a des situations qui parfois on ne comprend pas parce que les individus prennent des positions. Aujourd'hui, demain, c'est d'autres positions, ce qui m'amène à penser que c'est peut-être une question de leadership. C'est pas... Oulon, comment on voit cette question? Est-ce qu'il faut changer la loi? Est-ce qu'il faudrait peut-être demander à l'opposition, aux partis de l'opposition d'être un peu plus réalistes et de vraiment jouer le jeu de la démocratie, qui est qu'il y ait une opposition qui s'oppose, une majorité qui gouverne? Non, bon, moi, je regrette effectivement que ça ne soit pas sur des débats de fond par rapport au projet de société ou bien par rapport au quotidien, en fait, aux réalités des Burkinabés que peut-être les partis politiques se donnent. Mais sur ce point, moi, je vois deux aspects. Il y a l'aspect juridique et l'aspect politique. Je pense que sur l'aspect juridique, effectivement, on peut peut-être voir des failles ou des insuffisances de la loi et puis essayer de la corriger. Parce qu'au départ, je me rappelle que Zéphirin Diabré, quand il était à l'opposition, il y a même eu
des tirs croisés entre lui et Ablasse Ouedraogo, parce qu'il disait que c'est lui qui Issa doit analyser. Badima, etc. Voilà, c'est lui qui doit analyser pour, en quelque sorte, accorder en fait l'affiliation à l'opposition, ce qui n'est pas vrai. Et je crois qu'on a essayé de rectifier, c'est-à-dire le parti fait la demande, ou du moins fait la déclaration au ministère chargé des libertés publiques, maintenant qui publie la liste en fait des partis politiques. Mais je crois que là où ça coince, moi je vois deux éléments par rapport à la sortie de ces deux partis-là. C'est le fait de dire qu'on est affilié au chef de file. C'est comme si on s'aligne derrière le chef de file de l'opposition. Qui en devient le porte-parole attitré. Ça, c'est le premier aspect, c'est leur premier greffe. Et le deuxième greffe, c'est d'avoir reçu une lettre du ministère en charge des libertés, leur intimant en quelque sorte, de choisir. Je crois que ce sont les deux principaux greffes. Je pense que ça peut relever peut-être des failles ou des insuffisances de la loi et puis on peut la corriger et faire de telle sorte qu'on puisse aller de l'avant pour qu'on ne puisse pas avoir ce genre de situation. Sinon, effectivement, le statut du chef de file de l'opposition politique répond à un objectif bien précis et je crois que ça a été rappelé ici un peu brièvement. Ça remonte, si je ne me trompe pas un peu, c'est tout ça là, ce sont les conclusions du Collège des sages après l'affaire où on demandait de clarifier le jeu politique parce que vous avez des gens qui étaient au niveau de la majorité qui se réclamaient de l'opposition ou qui étaient dans le gouvernement. Et on avait demandé à ce qu'on clarifie en fait le jeu politique et on a défini un certain nombre de critères. Parce qu'on a eu cette bataille avec l'ADF à l'époque, qui a soutenu Blaise Compaoré en 2005, mais qui, avant cette loi, disait qu'elle était de l'opposition, ce qui posait problème. Donc on a clarifié maintenant. Aujourd'hui, ça devient autre chose. Je crois que c'est le fait de dire qu'on s'allie en quelque sorte. Mais moi, je crois que c'est une interprétation. Parce qu'être affilié à l'opposition politique ne veut pas dire qu'on s'allie nécessairement derrière le chef de file de l'opposition, qui est le premier responsable du parti politique, qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. C'est totalement différent. Maintenant, la pratique fait que certains en font comme, je ne sais pas, peut-être aussi leur point fort, au point peut-être de dire un tel je l'accepte, un tel je ne l'accepte pas, comme on l'a vu à Ezefere Diabré et à Blasé Ouedraogo. Et l'autre aspect, c'est que c'est une institution aussi, effectivement, et l'État, effectivement, peut-être n'a pas autre choix que d'avoir comme interlocuteur l'opposition politique et la personne attitrée, effectivement, comme c'est dit dans la loi, c'est le chef de file de l'opposition. Maintenant, évidemment, si on choisit de poursuivre ce débat, je crois que les uns et les autres l'ont relevé. Bien avant, Aristide Ouedraogo et Herman Yamego, d'autres ont essayé ce combat, on a laissé tomber, on est passé à autre chose. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Parce qu'on a vu que, par exemple, des gens comme les Ambroise Farama, Abdoulaye Soma, qui sont des juristes, qui ont mené ce combat, je vois qu'ils se retrouvent maintenant au niveau de l'opposition politique. Et du reste, ils étaient à la rencontre avec le chef de file de l'opposition. Donc pour moi, c'est peut-être des débats politiques qui n'apportent pas grand-chose peut-être au quotidien des Burkinabés. Il y a mieux à faire face aux défis actuels que peut-être ces débats sémantiques. Je crois qu'il y a des juristes, il y a des gens qui sont plus écrits. Si on estime qu'il y a des failles ou des insuffisances par rapport à la loi, il faut la relire et qu'on puisse aller de l'avant et qu'on aille à l'essentiel. Beaucoup voulaient dire quelque chose? Oui, non, mais parce que c'est un débat assez... je vais dire bourgeois, voilà, qui est un peu ridicule. D'autant que le chef de file de l'opposition actuelle, Edi Kombero, n'a pas posé de conditions que Ezefere Diabré posait avant. Celui qui veut, il fait une déclaration publique, il appartient au chef de file de l'opposition sans condition. Sans condition, il a dit publiquement lors d'une interview. Donc, il n'y a plus un dossier à examiner. À déposer pour être membre du cadre de concertation ou non, pas. il n'y en a plus. Donc, dès qu'on fait la déclaration au terme de la loi, on appartient à l'opposition, on peut venir siéger sans problème au niveau d'un groupe. Oui, mais ça ne veut pas dire que si je suis de l'UNDD, je suis en parfaite... parfaitement d'accord avec la position idéologique ou politique du CDP. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais c'est une façon d'organiser la vie politique. Et ça, ce n'est qu'un aspect du problème. Est-ce que le problème n'est pas plutôt politique et qu'on se mette derrière les textes, les lois, etc. Je prends la conclusion ici de M. Herman Yamego lors de cette conférence de presse qui dit « Est-ce que le fait de signifier que nous sommes de l'opposition et non alignés au CEFOP doit nous valoir des correspondances. Y a-t-il un intérêt pour le pouvoir que tous les partis politiques s'alignent derrière le CEFOP? Est-ce que ça voudrait dire que c'est vu comme un instrument que le pouvoir veut tenir par là en mettant tout le monde derrière le chef de file, qui pourrait donc supposer que le chef de file lui-même serait donc l'allié du pouvoir? Est-ce que c'est comme ça que les choses sont perçues? À l'expérience, on ne peut pas dire ça. Je veux dire, quand Ezefere Diabré était chef de file de l'opposition, on ne peut pas dire... Enfin, quoique des voix s'étaient exprimées, mais en sourdine. On ne peut pas dire qu'il était l'allié du parti au pouvoir.
On ne peut pas le dire. Non. Donc, et aujourd'hui, bon, sauf à faire un procès d'intention au nouveau chef de file de l'opposition, on ne peut pas non plus conclure que s'allier derrière le chef de file de l'opposition, c'est s'allier derrière le pouvoir d'une certaine manière. Bon, c'est une lecture qui me paraît un peu tirée par les cheveux. Et je pense que ça pose un problème un peu plus large sur l'assainissement de l'entrevie politique générale. Il y a un problème sérieux général. De visibilité et d'indépendance. Parce que lorsque vous adhérez, par exemple, au chef de file de l'opposition, bien sûr qui se concerte sur des questions d'intérêt national et qui donne la position du CFOP. Vous, en tant que parti, membre, c'est un peu compliqué que vous sortiez encore pour donner une autre lecture. C'est ça, en fait. Donc, du coup, vous n'avez plus une visibilité et vous n'avez plus une certaine indépendance. Vous êtes obligé de suivre. C'est ça, en fait, je pense que cet aspect-là qui est souligné ici à travers la déclaration de Maître... Oui, d'accord. Avant de venir à Kizga... Oui. Non, je voulais préciser que même si du côté de l'opposition, on ne constate pas ce phénomène de dire qu'on va étudier la déclaration avant de l'accepter, je pense qu'on a tous suivi. Au niveau de la majorité aussi, il y a eu cette sortie. Tout à fait. Clément Sawadou a dit qu'on a eu des demandes farfelues, que ce n'est pas tout le monde qu'on va accepter à la majorité. La loi ne dit nulle part qu'à la majorité, on doit étudier une quelconque déclaration avant de l'accepter. Oui, mais sauf qu'à la majorité... Non, ça veut dire que de part et d'autre... C'est une création vraiment... C'est la Non, mais la même... C'est pas une base légale, contrairement au CFOP. C'est à peu près la même organisation qui est prévue, en fait. C'est-à-dire que même si ce n'est pas la loi qui prévoit, c'est-à-dire qu'il y a ce type d'organisation aussi au niveau de la majorité. Maintenant, par rapport aux conséquences, justement, en fait, c'est tout l'enjeu, effectivement, parce que si vous n'êtes pas là, on ne va pas vous consulter, effectivement, et le gouvernement ne se tournera que vers l'opposition politique. Qui est plus organisée. Mais je crois que c'est ça que j'évoquais par rapport à l'aspect politique. C'est l'erreur aussi, peut-être, parce que si on est affilié à l'opposition politique, ça ne veut pas dire que c'est une fusion ou bien c'est un regroupement. C'est la loi qui permet. Ça ne veut pas dire que tous les partis d'opposition sont obligés. Les partis gardent leur autonomie de fonctionnement. Vous êtes libre d'avoir vos positions et de ne pas sortir. Maintenant, les gens veulent en faire peut-être une instance, en quelque sorte, un regroupement circonstanciel de partis politiques, ce qui fait que, par exemple, sous Zéphirien et Diabré, on a voulu, ou même ça a commencé avec Benouende Sankara par rapport à la lutte contre la modification de l'article 37, on a voulu en présenter comme si c'était un front uni, un regroupement circonstanciel de partis politiques contre le pouvoir en place. Or, ce n'est pas comme cela. Les partis gardent leur autonomie et vous êtes libre de fonctionner comme vous voulez. La preuve en est que même sous Zéphirien Diabré, lorsqu'il était chef de file de l'opposition politique tenait ses conférences de presse, mais après, immédiatement, le lendemain, aux 24 heures ou 48 heures après, des partis politiques d'opposition sortaient et disaient peut-être autre chose. Quand Zéphirien Diabré était chef de file de l'opposition, on voyait des positions de l'UPC en dehors, bien sûr. Donc, c'est ça que je dis. En fait, c'est l'utilisation qu'on en fait. On veut donner l'impression qu'une fois on se déclare de l'opposition politique, on perd son identité, alors que non, c'est juste une clarification pour permettre de savoir qui est au niveau du pouvoir et qui n'est pas au niveau du pouvoir. Après, les gens gardent leur autonomie de fonctionnement. Pour terminer sur cette question, justement, c'est la question. est-ce que ceux qui se tirent une balle dans le pied eux-mêmes ou s'auto-excluent eux-mêmes du jeu non, ou est-ce que dans les faits, c'est un instrument de ceux qui gèrent le pouvoir d'État. Quand je dis c'est un instrument, c'est pas sur le plan politique, c'est l'interlocuteur privilégié de première instance quand on veut parler des questions de réconciliation, etc., etc. Et puis bon, à l'intérieur, il y a la question aussi de leadership. Vous avez parlé tout de suite de l'Angleterre. En Angleterre, il y a ce qu'on appelle le shadow government. Le shadow government, c'est le gouvernement de l'ombre. Mais sauf que c'est une organisation qui a pris du temps pour avoir une certaine légalité. Quand vous prenez l'exemple de chez nous ici, le frère Oulon a parlé de quoi? D'identité. Vous n'avez pas remarqué que ce sont les partis politiques qui n'ont même pas un bon maillage du territoire là, au sein même de l'opposition là, qui à chaque moment font des sorties comme ça pour dire bon, on est de l'opposition. On n'a pas dit que si vous faites partie du CFOP, vous ne pouvez pas animer la vie politique. On ne vous dit pas ça. Maintenant, on sait que le CFOP, c'est une institution. Il y a des questions aussi financières aussi là-dedans. Il y a des questions financières, il y a un budget et tout ça pour le fonctionnement, etc., etc. Peut-être à l'intérieur, le partage du gâteau peut aussi à quelque part causer problème. Mais au-delà de tout ça, c'est que le CFOP est vu comme en fait une organisation pour ces partis politiques là dans la réalité politique, comme une organisation qui en fait leur font de l'ombre.
Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, ça leur fait de l'ombre. Et c'est ça qui fait justement que ces partis-là essaient de, par moment, même avec l'ONA, là, c'est quoi? C'est dit, les gens se disent que non, avec le CFOP, on ne va pas pouvoir s'exprimer. Et on connaît que ce sont des gens qui ont évolué ensemble. Zéphiré Diabré, que ce soit du MPP, du CDP, etc., etc. Ce sont des gens qui se connaissent. Ils savent également qu'à un certain, d'un moment à un autre, sur des questions d'ordre national, les gens peuvent soit amenuiser le climat, soit avoir des positions radicales. Mais ils savent, comme ce sont des hommes politiques, ils savent à l'intérieur effectivement que cet instrument qu'est le CFOP, qui est légalement reconnu, là, peut être un instrument pour, n'est-ce pas, jouer un jeu, etc., etc. Et c'est ça qui fait que... C'est ça qui fait que moi, je pense... Quand on dit ça, on a l'impression que, en fait, le pouvoir a tous les... j'avais dit, tous les boutons quelque part, dès qu'il appuie, tout se range, etc. Est-ce que les partis d'opposition, constitués d'eux-mêmes, qui sont des personnalités, n'ont pas cette capacité à un moment donné de dire non si le CFOP allait dans un sens qui ne les arrange pas? Non, ça c'est un débat interne qui peut être fait. Mais est-ce qu'ils ont les marges de manœuvre? Parce que si vous êtes dans une organisation et que vous n'avez pas les marges de manœuvre, à un certain moment, vous êtes limité dans l'action. Donc je me dis que c'est ce problème interne-là qui fait que les gens s'expriment ainsi. Ils veulent, en fait, créer un cadre, un espace beaucoup plus possible pour avoir des marges de manœuvre. On va quitter la rivière pour le marigot, parce que si on crée aussi autre chose, je prends par exemple l'ONA, c'est la même chose, parce que si on est à l'ONA aussi, on est dans un regroupement également. Donc, toute structuration va forcément aussi y mettre ses règles de jeu, ses questions de visibilité. Est-ce que finalement, on ne va pas trouver une solution pour que l'esprit de la loi et la lettre de la loi puisse réellement régenter en fait, le jeu politique? Alors, sur la lisibilité, moi, je vais souvent au point presse du CFOP, là. Mais j'avoue que c'est là-bas que j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas, des partis politiques dont je n'avais jamais entendu parler. C'était une tribune pour eux, avec la présence de nombreux journalistes qui relaient leurs propos. Et c'est grâce à ces points presse-là que beaucoup se sont fait connaître. Je suis désolé, je veux dire, au contraire, pour moi, c'est une tribune pour eux, pour se faire connaître. Et ce n'est pas en restant en dehors du CFOP-là qui vont se faire connaître. C'est pas à l'expérience, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Et puis, bon, faire croire que le chef de file d'opposition vampirise la vie interne, non. C'est pas vrai, parce que quand il y a un sujet, quand vous prenez la déclaration, elle est trop large. C'est-à-dire qu'il faut trouver le consensus, trouver les mots qu'il faut pour ne pas heurter personne. Et à la fin, ça donne souvent un texte assez light oui, et qui finalement ne donne pas grand-chose. Voilà. Cette ambiguïté-là s'est fait constater juste après les élections de 2000. Prenons les élections de 2020. Celui qui a lu la déclaration par rapport donc au processus électoral, c'était qui? C'était Tahirou Barry. Voilà, oui, et vous avez vu entre la déclaration et en fait le geste qu'il a posé, moi j'ai rien compris. Et c'est ce qui me donne l'impression que, voilà. Et c'est une fois de plus une raison pour dire qu'on n'est pas lié forcément. Voilà. Quand on n'a pas les mains liées, on perd toujours. Non, mais vous savez qu'il y a des calculs toujours à l'intérieur. Il y a des calculs toujours. Non, je voulais juste préciser, autre temps, autre marche, comparativement à la lecture sur le fait que forcément le pouvoir veut avoir son opposition. Je pense que si on fait le retour en arrière, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que sous Blaise Compaoré, on a vu que cette situation même arrangeait. Quand on devrait faire les débats sur la modification de l'article 37, le CCRP, et Herman Yamego qui était aujourd'hui qui dit qu'il ne va pas s'aligner, c'était toujours la même logique. En 2013, il n'était pas aligné, justement, il a refusé de s'aligner. Et ce sont les mêmes qui sont allés représenter l'opposition, justement. Et on a eu toute cette bataille avec Benoît Wende pour dire qu'il ne représentait pas l'opposition parce qu'il n'était pas affilié. Donc c'est pour dire que, bon, ce n'est pas forcément que le gouvernement veut avoir peut-être son opposition, mais peut-être une façon aussi peut-être d'être question d'interprétation peut-être. Voilà, merci, on va continuer. On aura peut-être l'occasion de revenir si les intervenants
de l'extérieur appelaient sur cette question. L'occasion de dire que cette émission est interactive dans sa deuxième partie. Donc, vous pouvez maintenant appeler pour vous inscrire sur notre liste et pouvoir donner votre analyse sur une des questions qui vous aura marqué. On continue pour parler de notre second sujet, nomination de la secrétaire générale du ministère de la Femme, Madame Ouedraogo Zizen Fati, a été nommée au poste de secrétaire générale alors qu'elle avait été admise à la retraite le 18 mars dernier. Donc, elle a dû bénéficier en tout cas d'un recrutement suite à une réquisition certainement. En tout cas, le syndicat, le SYNAPAS, donc le syndicat autonome du personnel de l'action sociale, a fait une déclaration pour contester donc cette nomination qu'elle estime être une nomination qui ne fait pas de place aux autres cadres qui auraient pu bien sûr occuper une place et qu'il en existe donc au sein de ce ministère. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le procès qui est fait à la ministre ou à celle qui a été nommée, ou au gouvernement, parce que c'est un conseil des ministres, quelle est l'analyse que vous faites là-dessus? On commence avec... Bon, j'ai effectivement lu le communiqué, mais je vois que c'est les raisons qui ont été évoquées. Ce qui m'a pas beaucoup plu, c'est peut-être le fait qu'il lit des événements. On parle de l'utilisation des ressources de l'État à des fins personnelles, à des fins de quoi. Bon. Sinon, elle était admise à la retraite, je crois que c'était le 18 mars, si je me trompe. Alors, ce qui a été évoqué, c'est une loi qui est prévue qui permet justement de réquisitionner certains agents de l'État. Réquisitionner certains agents de l'État dans le cadre d'un certain nombre de missions. Et maintenant, pour eux, ils disent dans un premier temps qu'en fait, il y a des gens, non seulement ils ont remis en cause la catégorie de la dame, on dit que normalement, ces gens de fonctions, c'est des gens catégorie A1, et que la dame, elle est catégorie A2, ensuite que la nomination a été faite sous fond de complaisance, etc., etc. Bon, ça montre déjà une certaine limite de nos lois, mais également aussi, ça montre aussi à quelque part que on n'est pas souvent conséquent avec nous-mêmes lorsqu'il s'agit de gérer ce genre de questions. Mais quand j'ai lu le communiqué, moi j'ai vu derrière ce communiqué-là un communiqué normal de syndicalistes, etc., etc. Sinon, pour moi, si elle a été admise à la retraite et pour des nécessités de service, on évoque une loi pour la refaire venir. C'est un décret, le décret de 2005 portant conditions de réquisition des agents de la fonction publique qui dit que la réquisition ne peut être demandée que pour les emplois de haute qualification pour lesquels l'administration n'a pu disposer des moyens nécessaires pour assurer la relève. Alors, pour les syndicalistes, il y a des agents catégorie A1 qui sont là. On réquisitionne un agent A2 pour venir occuper un poste de de haut niveau, etc. C'est bon. Ok. Non, je crois sur ça, il y a des principes sur lesquels on peut se mettre d'accord. Je crois que le ministre a la liberté de choisir les gens avec qui travailler au niveau de son cabinet. Et je crois que sous réserve qu'on apporte peut-être une précision, la loi n'interdit pas de nommer un retraité ou une retraitée peut-être à des postes de responsabilité. Maintenant, je crois que le débat peut se porter sur l'opportunité, la pertinence et la logique ou la cohérence avec le discours politique par rapport à la rationalisation de la gestion des ressources publiques. Parce que quand je dis ce dernier point, c'est quoi? Elle est allée à la retraite. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une réquisition, parce que là, la réquisition, c'est une compétence pour pouvoir exercer un emploi, mais là, c'est une fonction. Donc, ça aurait pu être peut-être quelqu'un du privé ou un retraité. Donc, forcément, on fait un contrat de travail. Donc, ce sont des ressources financières supplémentaires pour pouvoir... Mais elle était cadre de l'administration, elle est allée à la retraite, on peut la réquisitionner pour continuer. Non, mais pas pour occuper une fonction, puisque c'est une nomination. C'est ça. Voilà, donc c'est ce que je veux dire tout simplement. Si on réquisitionne, c'est pour une compétence bien précise, pour exercer un travail technique bien précis. Mais là, c'est une fonction. Aucun texte ne dit que forcément, ça doit être une compétence avérée pour occuper peut-être le poste de secrétaire général. C'est ce que je veux faire comprendre. Mais dans tous les cas, la question de fond, à mon avis, demeure parce que
On fait forcément un contrat de travail, ça c'est obligé, puisqu'elle est retraitée à partir du 18 mars. Et à partir de cela, maintenant, on va engager encore des ressources publiques en fait, pour pouvoir la rémunérer. Moi, je crois que c'est là peut-être voilà, même le les souci syndicalistes Maintenant, sur la question de la question, catégorie, oui. il faut rappeler que la bonne dame occupait le poste depuis 2016. Ça n'a jamais été évoqué. Voilà, s'il y a problème, il faut aussi dès le départ, il ne faut pas laisser traîner les choses jusqu'à présent. Mais moi, je comprends la question de l'opportunité ou de la pertinence et la cohérence qu'on a avec le discours politique. Parce que si on est dans un contexte de rationalisation des ressources humaines, de management en fait, du personnel, moi, je pense que quand même, on peut trouver suffisamment de compétences, même si c'est forcément peut-être un militant ou une militante qu'on veut récompenser. Je pense qu'au MPP, on peut trouver suffisamment de compétences pour pouvoir nommer quelqu'un. Mais en même temps, quand on a quelqu'un qui a occupé un poste donné, qui a certainement un ensemble de dossiers, est-ce que ça n'explique pas aujourd'hui qu'il y ait cette préférence à ce que la personne... Non, mais ça ne tient pas la route, on ne le souhaite pas, mais d'une manière ou d'une autre, elle peut ne pas être là. Est-ce que le ministère en charge de la femme s'arrête? Mais quand elle est là, on en profite. Oui, mais c'est pour dire que l'argument est quand même fragile, ça ne tient pas la route. Et mais ça, c'est valable pour tout le monde. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas s'agripper à ça et puis voir. Moi, je dis encore, c'est la question de l'opportunité, la pertinence, et puis vraiment en adéquation avec le discours pour pouvoir dire, oui, c'est une compétence rare, forcément il faut que ce soit elle pour gérer en fait, le secrétariat général du ministère en charge de la femme. C'est là en fait se trouve le problème. Sinon, je pense que juridiquement ou bien sur le plan légal, bon, on ne peut pas dénier le droit à quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité et qui a le pouvoir discrétionnaire de nommer, même si le pouvoir discrétionnaire ne veut pas dire on fait n'importe quoi ou on fait comme on veut. D'accord. Alors oui, vous commencez cette même question. Oui, bon, écoutez, moi j'ai appelé le cabinet de la ministre pour savoir un peu comment il réagissait face à cette polémique et tout ça. On m'a gentiment renvoyé au compte-rendu du Conseil des ministres qui a été présidé par le chef de l'État. Et c'est à ce Conseil des ministres qu'elle a été nommée. Point. Voilà, c'est la réponse qu'on m'a donnée. C'est le chef de l'État qui a présidé un Conseil des ministres au cours duquel elle a été nommée. Donc, il n'y a pas à discuter. Bon. Ça, c'est la réponse qu'on m'a donnée, mais qui me paraît un peu... Bon, on m'a dit si je veux en savoir plus, d'appeler la ministre elle-même qui pourra m'expliquer, mais bon, je n'ai pas son contact, donc c'est l'occasion. C'est une demande en direct. Oui, c'est une demande en direct. Casseto a publié le communiqué du syndicat. Oui, bien sûr, oui. C'était une façon de prendre d'autres informations. Oui, voilà. Mais c'est ce qu'il a évoqué. En réalité, c'est une question qui pose la problématique de la gestion des ressources. Vous savez, quand on fixe l'âge de la retraite à 57, 58, 59, 60 ans, il y en a à 60 ans qui sont compétents, qui sont en bonne santé, qui produisent bien. Hein. Il y a certains domaines, même à 60 ans, ils sont plus productifs qu'à 40 ans ou à 45 ans. Mais ça permet de recruter des jeunes, des gens qui sont sur le marché de l'emploi et de lutter contre le chômage. C'est ça la question de fond. Sinon, c'est une évidence qu'au sein du ministère de la Femme, il y a des compétences pour occuper ce poste de secrétaire général. Maintenant, pourquoi elle a été reconduite après qu'elle ait pris sa retraite? Bon, il y a certainement des raisons que, bon, pour l'instant, que nous n'avons pas. Est-ce que ce n'est pas une question peut-être de fidélité, de loyauté, de connaissance aussi des dossiers? Oui, on peut spéculer sur tous les motifs. Puisque, bon, pour l'instant, on n'a pas l'explication. Mais le jour où on aura l'explication, on nous dira elle a été retenue parce qu'il y a ça, c'est pour telle raison. Mais le communiqué parle d'une personne qui est à la retraite. Le Premier ministre était à la retraite, je rappelle. Le grand chancelier était à la retraite. Enfin, si on veut citer le nombre de personnes qui étaient à la retraite, qu'on a rappelé, qu'on a nommé à des fonctions bien précises, ben, on va pas s'en sortir. Je dis, donc, ça, ce n'est pas un argument pour moi qui tient vraiment la route, même si dans le fond, je comprends la question que le syndicat a posée. D'accord. Évariste Konsebo? Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise? Les retraités compétents n'ont plus le droit d'être rappelés. Vous savez, dans notre pays, on a des faux clichés qui sont vraiment bien enracinés. Et ça remonte depuis l'origine. Moi, j'explique toujours. Effectivement, quand vous voyez l'intrusion d'abord même du syndicat dans la gestion quotidienne, ça ne date pas de maintenant. Historiquement, on peut l'expliquer.
Et le fait, moi ce que je retiens ici, le fait ici, l'argument que le syndicat, parce qu'un syndicat défend les intérêts de son clan. Moi je suis burkinabé, je travaille, si je ne suis pas membre de syndicat, je ne suis pas sûr que j'ai les mêmes intérêts. Pourtant l'administration peut servir mes intérêts, puisque c'est comme ça. Bon, maintenant, si on enlève un peu le fait que il s'agit pour défendre leurs intérêts, et quoi encore, je ne vois même pas en quoi est-ce que la nomination de cette dame vienne encore, je ne sais pas, être une entrave aux intérêts des syndicats. C'est aussi le fait de vouloir faire croire que c'est contraire aussi à la promotion de la jeunesse, c'est faux. Parce que quand vous regardez le poste, secrétaire général, ce n'est pas un poste pour les jeunes. Hein. Et ça, je pèse bien mes mots. Dans le temps, avant qu'on vienne chambouler tout ce système, puisqu'on est dans un pays où on veut nous faire croire que l'histoire commence à la page 2, pas à la page 1. Et il fut un temps où vous pouvez pas être directeur d'un service si vous n'avez pas été chef de service de ce chef de service. Il y avait des échelons, on respectait. Donc, secrétaire général, c'est quand même d'abord, c'est un poste quand même de très haut vol. Et en plus, vous avez là des critères, on dit critères discrétionnaires. Pourquoi voulez-vous qu'on vienne expliquer ce qui est discrétionnaire? Ça, c'est un peu compliqué, un peu chercher des pouces sur un crâne rasé. Donc, bien sûr, d'abord, ça, c'est de 1. Donc, ça n'a rien à voir avec la promotion, contre la promotion des jeunes, parce que ce n'est pas un poste de quelqu'un qui vient de commencer. Et bon, c'est d'abord un poste d'expérience, parce que c'est la mémoire même, en fait, de l'administration. Et cette dame, je pense qu'elle a fait toute sa carrière dans le cursus. Bon, maintenant, on vient faire croire aussi que quelqu'un à la retraite ne peut pas servir. Tous les Burkinabés, d'abord, ne sont pas fonctionnaires. C'est ce qu'il faut. Les fonctionnaires font combien % des Burkinabés qui sont en activité? Donc, c'est d'abord un. Mais je comprends aussi que, et c'est vrai, vous savez, pendant sous le CNR, pour justement libérer les places, parce que quand la majorité, la moyenne d'âge, en fait, de ceux qui étaient aux commandes, c'était 25-30 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rabaissé l'âge de la retraite à 51 ans pour chasser, soi-disant, et puis récupérer pour les vieux. Bon, je trouve que moi, je suis contre ce système-là. Moi, je ne vois pas du tout en quoi ça, c'est un conflit contre la promotion des jeunes. Alors, le syndicat dit que Mme Fatih Zizien, Mme Zizien Fatih, qui est socio-économiste de catégorie A2 reste à un grade inférieur à celui de A1 dans lequel se trouvent plusieurs dizaines de cadres du ministère. Comment se justifiera donc sa haute qualification? Oui, mais ça, j'ai dit que... donc la qualification est fonction donc du grade, de la catégorie. Ça, c'est la lecture du syndicat, mais je ne suis pas sûr que ce soit la lecture des personnes qui ont le pouvoir de décision. D'accord. Oui, Ketra? Je voulais réagir justement par rapport à 2 points. Le premier point, c'est par rapport à la jeunesse au poste de secrétariat général. Moi, je pense que c'est des affirmations, souvent des doyens, pour ne pas savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont aussi eu des parcours, qui sont à un certain moment, qui ont des compétences avérées pour être des secrétaires généraux, pour être même des ministres. Ça, c'est l'histoire aussi du Burkina Faso démontre clairement aussi qu'il y a eu des SG très jeunes qui ont montré et qui ont fait les preuves. La deuxième chose qui est très, très importante à soulever, c'est qu'il faut qu'on essaye en fait d'être souvent objectif dans les débats. Parce que quoi qu'on dise, le poste de SG, tout le monde sait que dans tous les ministères, les SG sont généralement les boîtes noires des ministères. C'est pour cela qu'il y a des SG qui font beaucoup d'années dans souvent certains ministères. Et au-delà, quoi qu'on dise aujourd'hui au Burkina Faso, les cadres, la retraite aussi est mise pour que il y ait une suite de... La plupart des cadres, là, ils sont politiques. Ils ont battu campagne. Et à un certain moment-là, même si tu veux aller à la retraite, pourquoi il y a des hommes politiques qui sont même à la retraite, qui devraient même être à la retraite politique, mais qui continuent à s'exprimer sur l'échiquier politique? Parce que justement, il y a des dividendes. Vous savez, la retraite, ce n'est pas facile à supporter. Il y a beaucoup d'implications. Et ça aussi, ça c'est un fait qu'il faut dire. D'abord, il y a des questions d'ordre politique. Deuxièmement, est-ce que durant l'exercice de cette fonction-là, on a pu terminer un certain nombre de chantiers, comme on aime le dire? Pas des chantiers forcément de trucs, mais c'est peut-être des récompenses politiques. Ça aussi, c'est un fait aussi qu'il faut savoir.
pas. Parce qu'on ne se lève pas comme ça, on nomme un SG comme ça. Mais moi, je sais que cette dame-là, au vu donc des petites informations que j'ai eues avec un certain nombre d'agents, c'est une dame qui est comme une boîte noire et qui a beaucoup fait au sein du ministère. Donc c'est sa compétence qui serait donc la raison. Voilà, non, première. c'est pas seulement les compétences, mais c'est pour dire que c'est une dame aussi qui a l'expérience, qui a une très bonne entente, qui s'entend très bien avec l'actuel ministre de la promotion de la femme. Donc moi je pense qu'il ne faut pas ignorer ces aspects-là. Il y a des questions d'ordre politique, il y a des questions effectivement de fidélité, de loyauté, parce qu'on ne travaille pas aussi avec des gens qu'on ne connaît pas, des gens avec qui on ne connaît pas leurs capacités. Et le ministère donc, de la promotion de la femme aussi, il faut le dire, il y a beaucoup de mains derrière. D'accord. Alors on regarde ce que le syndicat, comme une mise en garde ou une menace, le syndicat dit nous tiendrons la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille, de l'Action humanitaire pour seul et unique responsable de la dégradation du climat de travail ainsi que de toutes les conséquences qui en découleront au sein du département. Oulon, réaction? Non, ils sont dans leur droit. C'est l'architecture d'une déclaration. C'est la rhétorique syndicaliste. Je ne dirais pas, mais bon, dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose d'étonnant et voilà, on doit comprendre ça comme cela. C'est une situation, le syndicat peut-être a pris à estimer que ça peut pourrir l'atmosphère. Je pense qu'on fera tout faux aussi de penser que bon, c'est le syndicalisme, donc c'est leur droit. Non, il faut accorder une oreille attentive, les écouter et puis voir ce qui peut être fait. Je crois que c'est ça aussi la gouvernance. Il ne faut pas penser que oui, c'est parce que c'est le syndicat, bon, c'est leur droit, c'est ceci, cela. Il faut accorder une oreille attentive et puis écouter ce qu'il y a. Si on peut corriger, on corrige. Si on pense qu'on est dans son droit, il faut arriver à convaincre les uns et les autres qu'effectivement on est dans son droit. Sinon, autrement, effectivement, ça laisse la place à toutes sortes de... Ça ne crée pas un environnement de travail assez serein. Peut-être qu'il faut que le ministère communique avec ses syndicats, qui sont ses partenaires. Oui, qu'il y ait une concertation rapide pour lever les équivoques, mais la chute du communiqué me fait penser à la sortie des associations au moment où il y avait des tractations pour nommer le nouveau gouvernement. Vous vous rappelez, il y a une association qui est sortie pour dire que si le ministre Harouna est reconduit, il faut s'attendre à des choses pas tranquilles, pas agréables. Et tout. Bon, on est dans un contexte où les gens pensent que c'est en menaçant qu'on gagne quelque chose. Il ne faut pas comparer les structures spontanées avec une organisation. Bien sûr. Parce qu'il y a des structures spontanées. Non, je parle du fond. Ça n'a pas... Oui, mais c'est le même procédé. C'est le même procédé. Dire que si ce que nous ne voulons pas n'est pas accepté, eh bien, nous allons pourrir la situation. Non, mais il ne faut pas comparer les structures spontanées des associations et les syndicats avec une organisation syndicale. Les syndicats gagneraient à mener la lutte sur la base de la défense de leurs intérêts moraux jusqu'à preuve du contraire. Je ne sais pas si dans notre pays, les textes font obligation aux autorités de consulter le syndicat. Sous le CNR, oui. Aux autorités mais de les syndicats consulter... Tel que les syndicats disent ici, les syndicats peuvent bloquer le travail, en fait. Puisque ils seront sanctionnés si les grèves sont illégales. Et si c'est des grèves sauvages, on a même fait des coupures, on a des retenues de salaire. Non, mais ça, écoutez, c'est comme on l'a dit, il faut quitter le rapport de force pour se mettre sur la légalité, en fait. D'accord. Quelqu'un pour terminer. Vous voyez la dernière phrase, là. Moi, j'ai été à l'école de cette dernière phrase-là. Depuis l'université, là, c'est comme ça on disait. Voilà, le président de l'université sera tenu pour responsable de la dégradation du climat social au sein de etc. On sait l'obédience de cette déclaration-là. On connaît ce syndicat-là. On connaît l'origine. Voilà, ce sont nos doyens. Maintenant, il faut qu'on comprenne une chose. Actuellement, là, on a des exigences de développement. Aujourd'hui, là, on a des déplacés internes. Voilà des questions de fond qui doivent amener certains syndicalistes à comprendre qu'il faut peut-être aller, de mon point de vue, il faut soulever des questions de fond. Il y a des déplacés internes qui sont là. Au niveau de Kaya, il y a des enfants de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans qui sont déplacés aujourd'hui, qui devraient aller à l'école. Quelles sont les actions quelles sont les réflexions qu'on doit faire? Surtout que nous sommes dans le ministère de la Famille, de l'Action sociale, des questions humanitaires. Etc. Donc, moi, je pense que voilà des questions de fond qui doivent être soulevées et aussi permettre aux gens aussi de comprendre que les syndicalistes jouent un rôle très important, surtout dans des ministères, mais également sur la vie politique. Mais ça doit aller dans le sens
par moment aussi d'améliorer les choses, non seulement au-delà des conditions de travail, parce que les travailleurs sociaux, là, ils font un travail énorme. Et souvent même, il y a des gens même qui prennent leur salaire et qui remettent même dans certaines actions humanitaires. Donc moi, je pense que c'est ces questions de fond qu'il faut soulever. Aujourd'hui, c'est de poser la problématique de l'éducation des enfants déplacés internes. C'est de poser la problématique des femmes aujourd'hui qui sont obligées de se prostituer à Kaya pour pouvoir survivre. D'accord. Quand un syndicaliste soulève ce genre de problème, on est en train de devenir syndicaliste moderne. Pourquoi je dis ça? Je disais à un doyen que Lénine même a écrit l'État et la nation. Et avant de mourir, il a écrit un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà. Mais c'est pour dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment-là, on ne faut pas qu'on reste dans la liturgie, dans cette répétition comme des versets bibliques ou coraniques, là. Des choses, il faut qu'on aille au-delà. D'accord. Posons des problèmes de fond. Merci, Kiedga. Pour qu'on avance. Merci. On continue pour parler de sécurité et surtout de terrorisme au Sahel. Le bilan, on va dire le bilan comme ça, pour ces dernières années, 5 dernières années, ou 6, au Burkina, le premier attentat terroriste, pas attentat, mais le premier acte terroriste, ça a été un enlèvement à Oursi d'un Roumain qui travaille dans une mine. Et c'était le tout premier acte, il y a donc combien d'années, on va dire, depuis 2015, peut-être, disons, 6 ans aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril, donc ça fait pratiquement 6 ans. Et depuis lors, le terrorisme est allé avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais ce n'est pas qu'au Burkina, il y a aussi le Mali et le Niger. Alors, ces derniers moments, on a enregistré des attaques assez graves au niveau du Mali, par exemple. Il n'y a pas longtemps, dans ce mois-là, dans le mois de mars, il y a eu 3 militaires qui ont été tués et 17 blessés au Mali, par exemple. Et ça, c'était dans le cas de la mission intégrée des Nations Unies. Il y a eu 3 au Niger récemment, il y a eu près de 103 morts, en tout cas au-delà de 100 morts au Niger. Il y a eu même 3 jours de deuil. Donc c'est pour dire que les attaques se continuent, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, tout ce qu'on fait, mais les attaques continuent, et surtout les civils en pâtissent. Oulon, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, du point de vue 5 ans après, le terrorisme au Burkina, mais aussi dans les pays à côté? Bon, 6 ans après, la 6 ans, oui. 6 ans, voilà. 6 ans pour le Burkina, parce que oui, le Mali, c'est bien avant nous, le Niger également. La situation est préoccupante et inquiétante. Je pense que 6 ans, on n'est pas sorti de l'ornière. Et si on doit se fier aux statistiques en termes de nombre de morts, de nombre de déplacés, de nombre de dégâts matériels et infrastructurels, d'écoles fermées, de centres de santé fermés, je pense que la situation quand même doit interpeller plus d'un. Parce que mine de rien, souvent, j'aime à rappeler peut-être à ceux qui sont à Ouagadougou pour dire qu'au Burkina, vous avez des localités, une dizaine de provinces qui sont sous couvre-feu, des gens qui rentrent à 19h ou 22h ou minuit selon les localités. Vous avez des régions qui sont en état d'urgence permanente depuis qu'on ne fait que prolonger un peu les échéances. Et il ne se passe pas une semaine dans certaines localités où il n'y a pas quelque chose, que ce soit au Sahel ou au centre-nord ou à l'est. C'est peut-être qu'on n'a plus d'attaques d'ampleur comme on l'entendait en 2017, 2018, 2019. 2020, bon, comparativement à 2021, mais il faut se dire que la situation est quand même assez préoccupante et il y a toujours des localités entières où les gens ne peuvent pas y mettre pied. Vous avez des représentants de l'État comme les préfets qui ne résident pas dans leur zone. Ça, ce sont des réalités. Vous avez des personnes enlevées également parce qu'il faut qu'on ait aussi une pensée pour ces personnes-là. Le docteur Elliot, oui. Il y a le maire de Marcoy également, Maïga, qui a été enlevé depuis. Et, je crois que ce n'est pas moins quand même de 4 ou 5 personnes qui ont été enlevées depuis cette période, cette tranche-là. Donc c'est pour dire globalement que quand même la situation est assez préoccupante. Malheureusement, peut-être on a l'impression on pense que ça va et qu'il y a l'accalmie. Parce que ça va à Ouagadougou peut-être. Voilà, peut-être ça, parce qu'il y a des efforts aussi qui ont été faits. Il ne faut pas nier cette réalité-là. Parce qu'il y a eu des tentatives à Ouagadougou depuis l'attaque du 2 mars 2018, si je ne me trompe pas. Et mine de rien également aussi, c'est vrai que 2018-2021, ça fait 3 ans. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de tentatives à Ouagadougou, mais c'est qu'il y a eu le système antiterroriste aussi est monté peut-être en puissance, ce qui fait que Ouagadougou, la capitale, quand même, est presque... On a fait 3 ans sans être attaqué, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de tentatives ou bien il n'y a pas eu des actions pour pouvoir faire quelque chose. Mais là-dessus, il y a quand même des notes positives comparativement peut-être il y a 4 ans ou 5 ans.
Mais globalement, comme je dis, c'est une situation quand même qui est assez inquiétante. Qui reste inquiétante. Parce que quand vous allez peut-être à l'intérieur du pays, vous vous rendez compte. Et aujourd'hui, je sais que par exemple, quand on parlait du ministère en charge de l'action humanitaire, le nombre de déplacés ne fait que croître tout simplement, ne fait que croître comparativement à l'impression que nous avons que ça va. Merci. Donc c'est déjà un indicateur pour dire que on a de quoi. On va faire un tour de faire table rapide sur le bilan les uns et les autres. Évariste, commencez-vous. Bon, personnellement, depuis le début de cette histoire de terrorisme, moi j'avais ma lecture, c'est que ça n'allait pas s'améliorer, ça allait s'empirer. Parce que quand on regarde les réalités, en fait, nos États n'ont rien fait pour d'abord développer les zones. Et l'administration n'a pas toujours été déployée. Donc ça, en fait, c'est la conséquence. Donc ça demande un travail qui va prendre dans la durée. Maintenant, on note qu'actuellement, ce sont les populations civiles qui sont prises systématiquement. Ainsi, parce qu'au Niger, par exemple, en 6 jours, on a eu près de 200 morts. Si vous faites le décompte, vous allez voir que c'est beaucoup de populations civiles. Chez nous, c'est vrai que le flux en fait, des déplacés ne fait qu'augmenter. Bon, c'est vrai que d'un côté, les pouvoirs en place essayent de se démener comme des diables pour faire ce qu'ils peuvent, mais cette situation ne peut s'améliorer que dans la durée et avec des actions bien déployées. Et sinon, c'est difficile, ça ne peut pas disparaître. Personne n'a une baguette magique pour faire disparaître cette situation comme ça du jour au lendemain. D'accord. Alors, Ketga et Vokouma, récemment, on a parlé d'ailleurs, c'était l'événement qui en avait fait donc, une révélation. Il était question de négociation. On a vu qu'un des numéros récents de Libération est revenu dessus pour affirmer au Burkina, en faisant vraiment des reportages sur le nord, à Solé, un peu vers le nord, où il y a eu des négociations entre l'État, bien sûr, et des groupes terroristes. Est-ce que cela peut aussi être une contribution qui a même d'apaiser un peu la situation au plan Burkina, comparé au Mali ou au Niger, où les attaques se continuent? Oui, je pense qu'au début, c'était d'abord, on avait, comme je l'ai dit une fois ici, au début, on n'arrivait pas à savoir qui nous attaquait, on n'arrivait pas à savoir la dynamique du mode opératoire, on n'arrivait pas aussi à comprendre un peu ce qu'on revendique au juste. Sommes-nous dans une attaque djihadiste? Sommes-nous donc dans une situation d'une revendication d'un territoire, etc., etc. On ne comprenait vraiment pas pourquoi le Burkina Faso, qui après plusieurs années était attaqué, on ne comprenait pas. Et je pense qu'au fur et à mesure, avec les différentes réponses qui ont été apportées, aussi bien au plan militaire qu'au plan aussi d'un certain nombre de tests qui ont été pris justement pour protéger les populations civiles, on est en train de prendre le dessus. Et bon, quoi qu'on le dise, on le sait, c'est qu'on a eu un problème aussi de renseignement entre-temps. Mais la grande machine aussi du renseignement, je me dis qu'elle est en train de monter en puissance, comme Oulon l'a dit. La grande machine du renseignement est en train de prendre, parce que c'est une machine qui démarre lentement et qui se prend du temps pour se construire, qui demande des efforts humains, qui demande des efforts aussi bien financiers. Et donc, avec aussi le soutien d'un certain nombre de forces étrangères, donc avec des opérations qui ont été menées, je me dis qu'on est en train de prendre à quelque part le dessus sur ces forces-là. Et ce qui justifie aujourd'hui, on voit les attaques un peu qui se passent un peu dans certains pays. Je vois que ce qui pose actuellement problème, c'est l'harmonisation toujours des différentes forces des différents pays. Parce qu'en tant que si ces gens-là sont coincés, ils vont exploiter les canaux dont on n'a pas encore mis de dispositif sécuritaire là pour pouvoir attaquer d'autres pays, comme on le voit, ce qui est en train de se faire progressivement en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Alors, Vokouma, pour terminer, l'option négociation, dialogue, comme certaines communes l'ont déjà mis en œuvre, est-ce que ça pourrait être vraiment peut-être l'élément qui va accélérer davantage la reprise en main de la situation? Jusqu'à présent, le gouvernement ne reconnaît pas avoir mené des négociations avec des terroristes, parce que le ministre de la Communication a expliqué qu'il s'agit juste d'une discussion avec nos frères qui ont pris les armes contre leur pays et qui se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. On les avait trompés. Ce dont on leur avait promis, ce n'était pas ça. La cause pour laquelle ils devaient défendre, ce n'était pas ça. Et qu'ils souhaitaient, comme une sorte de remords, faire un retour en arrière et revenir dans la mère patrie. Et que dans ce sens-là, il y avait nécessité, une urgence même de les discuter avec eux pour les accueillir
les ramener à la maison. Donc, cette question de discussion avec les terroristes, c'est encore... voilà, bon, on peut... Je ne suis pas sûr que même si c'est vrai, le gouvernement sortira pour dire qu'il le fera, comme le Mali, eux, ils l'ont dit de façon claire. Mais j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un haut gradé de l'armée qui me dit que pratiquement tous les pays qui ont eu affaire au terrorisme, là, ça a duré presque 10 ans. 10 ans. Donc, on a encore du chemin. On a encore du chemin à faire pour venir à bout. En tout cas, dans Libération du vendredi 26, il y a un article dessus qui parle de la localité de Tiou, les mairies de Tiou, Ban, Solé, de la région du nord du Sahel, mais aussi de la zone de Farangourma où il y a des négociations qui ont lieu entre ces groupes-là et les groupes terroristes. Bien sûr, Libération dit que c'est bien sûr, avec la complicité des autorités centrales. Bon. Écoutez, moi, je n'ai pas vu le... Même si c'est vrai, je ne pense pas que... C'est un choix. Hein. Si le gouvernement choisit de nier ces négociations, moi, l'essentiel, c'est que la paix revienne. D'accord. Que les attaques cessent. Que les attaques cessent. Ça veut dire que on connaît, enfin, ceux qui nous attaquent, ceux qui tuent, ceux qui violent, ceux qui pillent. Parce que pendant longtemps, on ne savait pas qui nous attaquait. Et pour quelle raison? Ça, je ne sais toujours pas pour quelle raison. Les terroristes attaquent le Burkina. Est-ce que c'est un morceau du territoire qu'ils veulent? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu une revendication, une doléance, une plainte, une complainte sur un problème bien donné et qui justifie justement ces attaques-là. Donc, jusqu'à présent, bon, c'est encore un peu flou sur ce sujet-là dans ma tête. Je termine une chose. Très rapidement. Oui, voilà. On a toujours évoqué... les zones qui sont pauvres, qui pourraient aussi alimenter le terrorisme. Je rappelle qu'il y a 40% de Burkinabés qui vivent sous le seuil de pauvreté. 40%. Sur les 20 millions, on a à peu près 7 ou 8 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui ne peuvent pas réunir plus de 150 000 francs par an. Je veux dire, si on rentre dans ce type de considération-là, vous allez... D'accord. Oui, voilà. On va juste faire... Non, j'ai déjà entendu cet argument, mais j'avoue, je pense que c'est un argument qui est assez léger, qui ne va pas jusqu'au fond des choses, et qui surfe, c'est pareil, ou qui spécule sur les intentions réelles des terroristes. Parce que tant qu'ils ne disent pas exactement pourquoi ils attaquent un pays, on ne peut pas le savoir. Les analyses font ressortir le fait que les disparités socio-économiques sont aussi un facteur, parce que quand les gens sont pauvres, il n'y a pas la présence de l'État, des infrastructures sociales, etc. Cela aussi est un élément utilisé par les terroristes pour pouvoir... Non, le facteur de pauvreté, lui, il généralise, parce que en fait, c'est le contexte, c'est la pauvreté dans quelle zone? Quand on prend toutes ces zones, notamment au Sahel, on sait que très bien, le facteur déclenchant, c'est le Mali, qui était déjà assez éprouvé. Donc, si vous avez des pauvres dans un contexte tel que vous l'avez, ça peut forcément alimenter. C'est ce qu'on dit. Il y a d'autres zones. Si vous allez, par exemple, dans d'autres zones, par exemple, je ne sais pas si vous avez la carte de la pauvreté du Burkina, on peut en discuter. Mais si vous avez de la pauvreté à côté des contextes vraiment exacerbés, où les gens peut-être ont des offres, peut-être de banditisme ou autre et tout, ben, ils s'engagent facilement. Hein. D'accord. Oui. On va continuer, on n'est vraiment plus par le temps. Sur la Côte d'Ivoire, en quelques secondes, chacun de vous, libération de Gbagbo Laurent, qu'est-ce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ce à quoi la Côte d'Ivoire peut s'attendre en termes politiques? Est-ce que le régime ivoirien laissera M. Gbagbo revenir en Côte d'Ivoire, avec bien sûr peut-être toutes les difficultés liées à sa présence au plan politique, etc. Ou est-ce qu'on va réveiller, Gbagbo Laurent va échapper à la CPI pour venir faire la prison en Côte d'Ivoire? Évariste Konsebo. Bon, c'est très compliqué. Hein. La situation Gbagbo est très complexe. C'est vrai qu'on note qu'il a été en fait acquitté. Bon. Mais on dit que ce n'est pas lui ni Blé-Goudé qui était impliqué dans les 3000 morts. Mais ce qui est sûr, dans les 3000 morts. Bon, peut-être de là, ce qui est sûr, il y avait l'entrave essentielle, majeure, c'était que sa liberté de circulation. Maintenant, il peut prendre l'avion et rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai, il peut le faire, mais est-ce qu'il peut le faire sans l'accord, en fait? Parce qu'on sait aussi qu'il y a des condamnations, il y a d'autres dossiers. Parce que condamné à 20 ans. Vous êtes acquitté sur tel chef ou chef d'inculpation, mais il y a d'autres chefs d'inculpation, et même qu'on peut réveiller, réactiver même d'autres chefs d'inculpation. Donc je pense qu'il va négocier, s'il doit rentrer.
il va négocier certainement son retour apaisé, quoi, de façon apaisée. Oulon? Pourquoi devrait-il négocier pour entrer dans son pays? Moi, c'est la question que je Mais pose. il est condamnable en Côte d'Ivoire. Il est condamné, il a été- 10 ans en Côte d'Ivoire, Non, parce mais il qu'il n'est doit pas le purger seul. 20 ans de Oui, prison. rappelez-vous, dans ce dossier, ils sont 4, dont son dernier Premier ministre et son ministre de l'économie. Et le jour du verdict, les 2 autres qui ont comparé sont rentrés libres parce qu'il n'y a pas eu de mandat de dépôt. Si on est dans un pays sérieux, il rentre chez lui. Moi, je ne sais pas pourquoi on va l'empêcher de rentrer chez lui. Si, je crois que même par rapport à cette condamnation, il avait dit qu'il est disposé, il va répondre devant la justice de son pays. Je ne sais pas pourquoi il faut en faire. Oui, mais il y a la question politique, ce n'est pas aussi simple. Gbagbo Laurent, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas le premier. Bon, maintenant, je suppose que venu de dans la scène constitution politique. ivoirienne, tous les Ivoiriens naissent libres et égaux. Maintenant, si on dit que c'est autre chose, ça c'est autre Ça, chose. c'est la rhétorique. Bon, Mais est-ce que, donc est-ce ça, que c'est dans une la autre réalité, paire. Donc c'est une autre paire de est-ce manches. que dans Sinon, ces conditions aujourd'hui, Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, est-ce que le régime ivoirien peut tenir ça, tranquille? ce sont des considérations politiques. Il va rentrer chez lui, on verra ce qui va se passer. S'il y a un dossier judiciaire le concernant, il va répondre et le monsieur s'est montré disponible. Je pense qu'il n'y a pas à tergiverser. Qu'un Ivoirien soit en dehors de son pays qui rentre, ce n'est pas selon le bon vouloir du président. Je pense que si on discute des principes démocratiques, il faut qu'on accepte aussi les règles démocratiques. Il a été acquitté définitivement. Je crois qu'on lui a fourni ses passeports bien avant l'acquittement en appel. Je ne sais pas pourquoi il doit avoir beaucoup de débats. S'il décide que demain, il va rentrer chez lui, il rentre chez lui. Maintenant, si le pouvoir ivoirien ou la justice ivoirienne estime qu'il y a d'autres dossiers, qu'il les réveille et puis on verra ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Non, mais tu rappelais qu'il a été condamné, mais c'est par coutumance. Il n'était pas là. Bien sûr. Ce n'était pas un procès libre et équitable, comme ce qui s'est passé à La Haye. Gbagbo a été chanceux, je le dis, d'avoir été transféré à La Haye et d'avoir été jugé là-bas dans des conditions équitables. Sur cette affaire-là, si Laurent Gbagbo avait été jugé en Côte d'Ivoire, il allait prendre la perpétuité. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il est libre. Il va rentrer. Si le président, le pouvoir en place, estime, juge qu'il est condamné à 20 ans de prison dans l'affaire de la BCAO, la casse de la BCAO, et qu'il doit aller en prison, ils n'ont qu'à le mettre en prison. Ça sera du 2 poids 2 mesures même. En ce moment-là, on verra ce qui va se passer. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui est dans une posture inconfortable, c'est bien le président Ouattara. Aujourd'hui, si Laurent Gbagbo, il ne peut pas l'empêcher de rentrer puisqu'il est libre. Il a tous ses papiers, donc il peut rentrer chez lui. Oui, mais on a vu que, par exemple, Soro Guillaume avait été empêché de rentrer chez lui. Alors, oui, est différent. Comment il est différent? Parce qu'à partir du moment où lui n'avait pas non plus une poursuite contre lui, il n'y avait rien, il voulait rentrer libre comme Ivoirien, il a été détourné. Est-ce que politiquement, la question est là, est-ce que politiquement, Gbagbo Laurent est certes libre, il est Ivoirien, mais est-ce que politiquement, M. Ouattara a intérêt aujourd'hui à ce que Gbagbo Laurent soit en Côte d'Ivoire au sein de ses militants? Mais ce n'est pas une question politicienne seulement. Je veux dire, tu ne peux pas invoquer ça pour empêcher un citoyen de rentrer chez lui. Je veux dire, c'est là effectivement qu'il va mettre le pays encore à feu et à sang. S'il ne cherche pas tous les moyens pour empêcher Laurent Gbagbo. Je ne sais même pas comment il va faire pour empêcher Laurent Gbagbo de rentrer. Mais je pense que les deux côtés, ils vont mettre balle à terre. Ils vont mettre balle à terre. Vous voyez que le FPI a participé aux élections. Sachant même qu'il n'allait pas gagner. Son fils a été élu. Michel Gbagbo a été élu. Je pense que c'est une démarche d'ouverture vers l'apaisement. Et moi, je suis convaincu que Ouattara ne va pas prendre le risque d'embastiller Laurent Gbagbo quand il va rentrer. Et lui aussi, je pense que quand il va rentrer, je pense qu'il va jouer balle à terre pour que le processus de réconciliation qui est entamé là puisse aboutir, pour que tout le monde rentre et que la Côte d'Ivoire retrouve un peu de stabilité. D'accord. Alors, Kentka, très rapidement, avant qu'on prenne notre premier téléspectateur, est-ce que Laurent Gbagbo, qu'on connaît, grand boulanger devant l'Éternel, quelqu'un qui on ne fait pas confiance, un grand mobilisateur, le FPI est resté à l'attendre, est-ce que Gbagbo va accepter de venir et de s'inscrire dans le processus de réconciliation pour donner une chance à la Côte d'Ivoire? Disons, quel est le rôle que Gbagbo voudrait se donner après, bien sûr, l'épisode CPI et tout ce qu'il y a comme problème en Côte d'Ivoire? Très rapidement. D'abord, félicitations Laurent Gbagbo et Ablé Goudé pour cette victoire, qui est une victoire aussi de l'Afrique, qui est une victoire aussi j'allais dire de la CPI à quelque part, parce qu'on avait vu la CPI comme une institution qui se débarrassait des présidents qui avaient des problèmes avec les Africains et qui avaient des problèmes avec les lobbies internationaux. Je pense que ce qui se passe, c'est que, vous savez, M. Gbagbo a cette intelligence politique
Vous dites que c'est un boulanger. Ça, C'est ce qui se dit de Voilà. lui, Voilà. pour dire qu'il est roublard En et fait, tout ça. c'est de l'intelligence politique, Laurent Gbagbo. Et vous savez que Laurent Gbagbo, il n'est pas... L'exil pour Laurent Gbagbo, ça participe d'aller souffler et puis revenir. Et je sais qu'actuellement, Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo va choisir le moment. Vous rappelez-vous en 1989 ce qui s'est passé avec lui? Gbagbo a cette intelligence et il connaît, c'est un historien, il connaît l'âme des faits. Et il sait à quel moment il faut rentrer, quelle est l'opportunité de rentrer. Et qu'est-ce qu'il va... Donc, quand il va rentrer, quel est le rôle que Gbagbo Laurent va se donner? La question est là. Va-t-il aller faire la politique, briguer encore à nouveau? Actuellement, dans l'opinion ivoirienne, Gbagbo, si vous faites un sondage aujourd'hui, on classe les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, cette victoire de la CPI-là, mais Laurent Gbagbo a une certaine hauteur. Ça, c'est d'abord un. Et deuxièmement, le travail que Laurent Gbagbo va faire avec ceux qui sont déjà sur le terrain. Vous savez, il a pris du temps aussi à former des gens dans le FPI. Ils vont déjà préparer le terrain et préparer l'opinion ivoirienne. Et non, pas à accepter Laurent Gbagbo, puisque il y a, au moment, en 2011, en plein fouet de la crise, je vous disais qu'il y avait des gens qui prédisaient, il y avait même un monsieur là qui faisait de la prédication qui dit que Gbagbo sera à la CPI, mais il va revenir comme un héros, etc. etc. Et aujourd'hui, ce sont ces thèses-là qu'on est en train de révéler. Donc, je vais dire que Laurent Gbagbo, c'est un homme politique avec une intelligence... en tout cas, il a cette intelligence politique qui le permet de choisir le moment. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Merci. Et il va rentrer en Côte d'Ivoire au même moment que Stéphane Sanou, le juge Stéphane Sanou, avait permis à Alassane Ouattara de régler sa question de nationalité en disant non. Voilà, Zorobi Stéphane. Merci. On va prendre notre téléspectateur très rapidement. Notre premier téléspectateur, M. Tapsova, qui appelle de Ouagadougou, sur l'affiliation, le débat autour de l'affiliation au CEFOP. M. Tapsova. Oui, bonjour tout le plateau. Bonjour à vous. J'aimerais vraiment intervenir sur le sujet de l'affiliation au chef de l'opposition. D'accord. Alors, moi j'ai 3 observations à faire à ce niveau. Alors, la première observation, c'est le fait que il faut vraiment que la loi sur le chef de l'opposition, on puisse aujourd'hui l'adapter. C'est-à-dire carrément l'amender en fond et en comble. Voilà. Parce qu'au moment où cette loi-là a été adoptée, ce n'était pas le même contexte qu'aujourd'hui. Voilà. Il y avait vraiment une majorité très forte, très écrasante, par rapport à une minorité, je dirais, des gens qui n'étaient pas assez forts politiquement. Si bien que, voilà, on a dû créer ça pour les donner voix au chapitre. Mais aujourd'hui, quand on regarde la configuration politique au Burkina Faso, en voyant la BNP, c'est-à-dire la majorité et l'opposition, c'est comme si on demandait aux citoyens burkinabés, bon, pas aux citoyens burkinabés, mais aux partis politiques, mais au-delà des partis politiques, c'est aussi les citoyens. C'est comme si on leur demandait de choisir entre 2 frères. Vous voyez un peu? Mais voilà, ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait lors des élections? Parce qu'il y avait plusieurs candidats, ils ont choisi un frère contre l'autre. Ça, ce n'est pas le jeu normal de la démocratie. Non, quand je dis cela, c'est par rapport à l'historique. Lorsque vous prenez le CDP, aujourd'hui qui est chef de file de l'opposition, le CDP et le FPP, en réalité, c'est 2 frères. Ils sont issus du même père. Alors, lorsqu'on dit aujourd'hui, bon, par exemple, pour quelqu'un, je prends un exemple banal, pour quelqu'un qui a fait l'insurrection dans le but de voir les choses changer, et ce monsieur-là qui ne se retrouve pas aujourd'hui dans le régime du FPP. Alors, ce monsieur-là, qui est sorti dans la rue pour dire à Blaise Compaoré, bon, ton régime, le fonctionnement ne nous plaît pas, donc nous voudrions que tu ne fasses pas un mandat supplémentaire. Aujourd'hui, ce monsieur, il est en 2 feux. Il ne peut pas aller au niveau du MPP parce que le MPP a trahi, comment j'appelle ça, les aspirations qu'il a poussé à sortir. Mais il ne peut pas encore se contredire et repartir et rejoindre le CDP parce que la boussole du CDP, c'est le faire revenir Blaise Compaoré en fanfare et en triomphe. Donc vous voyez qu'il y a toute une masse de population aujourd'hui qui ne se retrouve pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a intérêt à réformer
vraiment le CFOP. Alors, chez vous, pour aller très rapidement, concrètement, chez vous, la réforme doit concerner quoi? Qu'est-ce qu'il faut réformer? Créer une troisième voie à l'opposition ou une troisième voie sur le chéquier politique? Il y a donc le courant... De mon point de vue, soit aujourd'hui, on voit que Norbert Zongo l'a dit, que l'opposition, la vraie opposition, il y aura une vraie opposition au Burkina Faso le jour où sortira des entrailles du CDP un parti fort. Aujourd'hui, on sait que, voilà, c'est même pas le parti fort n'est pas sorti du CDP, mais le parti fort est aujourd'hui même au pouvoir. Donc, de mon point de vue, il y a lieu même soit de supprimer le CEPOP, ou du moins, si on ne veut pas supprimer le CEPOP, qu'on admette qu'il y ait une troisième voie. C'est comme au temps où on avait le bloc de l'Est et de l'Ouest. Et si vous vous souvenez, il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient des non-alignés. Donc aujourd'hui, de mon point de vue, parce que je vous prends un exemple très simple. On n'est vraiment plus par le temps. Merci pour votre... Je prends un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Non, on a déjà compris, M. Tapsoba. Ne vous en faites pas. On a compris votre logique. Très bien. On n'est vraiment plus par le temps. Alors, voilà la proposition de M. Tapsoba, c'est-à-dire qu'il faut plutôt tenir compte aujourd'hui de la diversité et donc de créer plusieurs courants ou à défaut de supprimer le CFOP pour qu'on revienne à la situation ante où il n'y a pas une opposition officielle encadrée, que tout le monde se débrouille. Évariste? Bon, je ne sais pas parce que c'est quand même l'avantage quand même de pouvoir avoir en face un regroupement, soi-disant, de l'opposition, permet de discipliner d'abord le jeu politique, parce que s'il faut encore avoir des groupuscules qui, pour un rien, se lèvent pour mettre la vie de la nation en jeu et même déséquilibrer toutes les institutions, moi je trouve, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que l'idée aussi qui est derrière le fait de créer le CFOP, c'est de pouvoir structurer l'opposition et d'avoir en face un interlocuteur quand même avec lequel on peut échanger sur les grandes questions qui divisent. Bon, maintenant, il parle de troisième voie. Ça consiste en quoi cette troisième voie? Je ne sais pas. Et une fois qu'on a été aux élections et que les électeurs choisissent, maintenant, moi, je pense que, de toute façon, ceux qui ont été choisis doivent gouverner et ceux qui n'ont pas été choisis doivent se réunir autour des questions majeures, d'intérêt vraiment national pour le développement de notre pays. Il faut éviter ce désordre, cette cacophonie-là, et surtout pour un rien. Moi, je ne sais pas, parce que comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas 50 000 projets de développement pour le Burkina. On va prendre notre deuxième téléspectateur, Monsieur Ilboudo Anselme, qui appelle de Ouagadougou. Lui, il revient sur la nomination de la secrétaire générale du ministère de la Femme. Monsieur Ilboudo. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. On va vous demander d'aller très vite, précis, concis, au regard du temps qui nous est imparti. Ah, ok. Vraiment, je vous dis merci. Et d'abord, vraiment, je vous félicite davantage vraiment pour cette émission. Merci. Vraiment, ça nous permet vraiment de créer la lanterne des uns et des autres. Vraiment, en tout cas, c'est un grand soulagement pour nous. Merci. Voilà, par rapport à la nomination, moi, je voulais qu'il faut que les syndicats vraiment revoient leur copie. Parce que une question de nomination, c'est une question de confiance. Si la ministre sait qu'avec cette dame, elle peut faire pour progresser, ou elle peut mener bien sa politique, moi je ne vois pas en aucun cas un problème. Mais maintenant, ce que le syndicat devrait faire, c'est d'attendre à la fin des résultats. On a des problèmes de son avec vous. Voilà. Se couper. Bon, disons qu'on a peut-être saisi un peu ce que voudrait dire M. Ilboudo. Il estime que le syndicat doit être un peu plus réaliste, et attendre peut-être de voir Mme Zizien faire le bilan de son action. Je crois qu'elle était déjà là-bas, donc il y a déjà un bilan qui peut-être plaide à ce qu'elle soit là encore. Il n'empêche qu'il peut y avoir un deuxième bilan. Alors, on va continuer très rapidement. Alors, moi, je voulais m'exprimer par rapport à ce que le premier téléspectateur a dit. Il a parlé un peu de l'insurrection, etc., etc. Alors, vous voyez, juste après l'insurrection, on avait vu la réorganisation donc, avec certaines forces des organisations de la société civile, jusqu'on allait jusqu'à faire ce qu'on appelait de défense, de préservation de l'insurrection populaire. On a fait des conférences, etc., etc. Alors, et après, par la suite, on a vu que ces acteurs-là étaient obligés d'aller dans une organisation politique pour pouvoir continuer
cette idée de préserver donc les acquis de l'insurrection populaire. Alors, moi je pense très honnêtement que la prochaine opposition, prochaine opposition, et je suis d'accord avec cette phrase de Norbert Zongo, la prochaine opposition qui va rééquilibrer les forces va venir du MPP. D'accord. Et donc, ça commence à se sentir. Voilà, ça commence à se sentir. À un certain moment, quand tout le monde va à la table, c'est de cette table-là qu'on va... Il faut trouver des gens pour renverser la table. C'est toujours comme ça. Quand on prend l'histoire politique du Burkina, c'est toujours comme ça. Et je dis que la question de fond aujourd'hui, ce n'est pas de créer une troisième voie, une quatrième voie, une cinquième voie. Il y a des partis politiques même là. Comme on le dit là, le siège du parti politique, c'est chez lui à la maison. C'est la fille des ménages qui est secrétaire. C'est compliqué, ces forces politiques-là, on va aller où avec ça? À un certain moment, quand on a des convictions politiques et idéologiques, quand on a des convictions d'apporter une pierre à la constitution de la nation, je me dis, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, on peut apporter un plus. D'accord. Ça, c'est moi, ma conviction personnelle. Merci. On prend notre dernier téléspectateur, M. Barrault, qui appelle de Bobo, sur le terrorisme au Sahel. Oui, bonjour. Bonjour, M. Barrault. Ça va, et chez vous? Nous allons très bien. On va vous presser d'aller très vite. Voilà, je voulais intervenir par rapport au thème du terrorisme au Sahel, là. D'accord. Voilà, donc, je voulais parler du cas de la zone de l'Est, surtout la Tapua, que je connais bien. Ok. Allô? Oui, allez-y. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, généralement, j'entends les gens dire comme quoi il y a la calmie, les forces de sécurité sont en train de monter en puissance. Je crois que, il faut que les gens soient réalistes parce que la Tapua, je connais bien, il y a plein de mouvements autour de la zone de Diapaka. Quand on prend la zone de Tantalaga, la frontière, il y a le vide total. Vous prenez la zone de Botou, c'est le vide total. Et ça fait que vraiment, vu les mouvements de ces malfrats qui tournent autour de la zone, je crains fort que vraiment, si notre armée ne prend pas l'initiative, qu'on puisse se faire un jour. Et que ça ne soit pas le même massacre comme au Niger, comme on l'a constaté. Voilà, donc c'est pour attirer l'attention comme quoi, c'est vrai qu'il y a la calmie. Est-ce que ce n'est pas au bénéfice vraiment des terroristes? Parce que quand on voit la situation sérieuse de la Tapua, que je connais bien, vraiment c'est inquiétant pour nous. Ça fait que chacun est assis à sa position, les malfrats ils tournent comme ils veulent, ils rentrent dans les marchés, ils font ce qu'ils veulent, et il n'y a pas de réaction. Même les volontaires de Lorobo, quand on est dans la zone de Lorobo, beaucoup de volontaires sont en train de se faire massacrer, il n'y a pas de suite. Donc ça fait que vraiment, si on ne prend pas garde là, la calmie qu'on croit que vraiment c'est au bénéfice de l'armée, ça risque de nous... Au lieu de se réveiller vraiment un beau matin avec vraiment une situation catastrophique comme au Niger. Parce que vraiment, au niveau de la Tapua, que je connais bien, parce qu'il ne veut pas faire de la diffamation, à ce niveau, vraiment, ça ne va pas. D'accord. Ça ne va pas. Voilà. Merci, monsieur. Merci, monsieur Barrault, pour votre intervention. Oulon? Non, je crois que il estime qu'il faut il faut mettre un bémol à l'autosatisfaction. C'est ce qu'on a dit. On a dit sur ce plateau qu'il y a des coins où il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait quelque chose, où il n'y a aucune présence, en fait, où les gens continuent de quitter les zones. Ça, c'est une réalité. Merci, Oulon. On va s'arrêter là. Je voudrais juste, là, j'ai été donc honoré par cette dédicace d'un livre qui est assez spécial quand même, qui dit « Au village de l'ingratitude ». Et voilà, Imazame. Donc c'est écrit par, et ce qui fait que je suis content de vous le présenter, c'est écrit par Wenlam Swanda Ferdinand Pima, qui est donc, lui, policier, et il est donc technicien des scènes de crime à la direction de la police technique et scientifique. Donc ça veut dire que de plus en plus nos hommes de tenue écrivent déjà, et là c'est une œuvre qui parle de l'ingratitude, voilà, l'ingratitude, et qui intéresse tout le monde, j'allais dire. Et en tout cas, c'est une œuvre de l'Harmattan Burkina qui se trouve à plusieurs surfaces, Mercury, et puis d'autres librairies. En tout cas, vous pouvez vous le procurer. C'est un livre qui est très, très moraliste, on va dire comme ça. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais je vous présente mes invités. Évariste Faustin Konsebo est analyste, chroniqueur. Il est donc président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense de l'homme. Merci d'être passé, Évariste. Vokuma Joachim est donc journaliste, directeur de publication de Kasseto.net. Et puis à sa gauche, à côté, Atiana Oulon Serge est donc directeur de publication de L'Événement, qui est un journal d'investigation, qui est bimensuel. Il est également écrivain et essayiste. Merci d'être passé. Et puis Kiedga Blaise, il est journaliste. Aujourd'hui, il fait la promotion en tout cas de sa presse en ligne, Yam Info. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.